Bonjour à toutes, bonjour à tous. S'il est bien un problème récurrent dans l'histoire de la philosophie, c'est la question qu'on a posée à maintes reprises des limites même de la philosophie. On s'est interrogé sur la possibilité que des objets échappent à la réflexion philosophique et que du même coup la philosophie se trouve confrontée à une sorte d'impossibilité de s'exercer. Ça a été le cas dans le passé avec beaucoup d'interrogations, comme celle très connue par exemple d'Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure, de savoir quelle était la limite justement de l'exercice de la raison dans le cadre notamment de la philosophie. Mais les objets sont multiples et il en est un, aujourd'hui, de nos jours, il en est un qui revient en permanence et qui repose de nouveau cette problématique, cette question-là. C'est le thème de l'animal. Nous avons tous vu des dénonciations des conditions qui sont faites à l'animal, nous avons tous été sensibilisés à la question du bien-être animal, à la question des exploitations ou bien des abattoirs industriels et des choses comme ça. Et cette question donc de l'animal, elle est précisément une question qui pose le problème de la limite de la philosophie. Est-ce que la philosophie a la possibilité, a les instruments pour réfléchir sur la question de l'animal? C'est précisément ce qui apparaît chez beaucoup de philosophes d'aujourd'hui, mais je voudrais en mettre une un tout petit peu en lumière, insister un tout petit peu plus sur son travail. C'est le travail donc, que produit par exemple Élisabeth de Fontenay, donc philosophe contemporaine, et qui a notamment qui a publié beaucoup de travaux et qui a fait beaucoup d'interventions sur la question de l'animalité, sur la question de l'animal en général. Et notamment, l'un de ses ouvrages les plus importants, à la fois par le volume et par l'impact qu'il a pu avoir, c'est celui-ci, publié en 1998, qui s'intitule donc « Le silence des bêtes », et dont le sous-titre est très intéressant puisque c'est la philosophie à l'épreuve de l'animalité. Alors il s'agit d'une somme en quelque sorte dans laquelle Élisabeth de Fontenay revisite d'une certaine manière toutes les grandes philosophies, toutes les grandes réflexions qui ont été menées sur l'animal, sur les animaux. Cela va de la pensée grecque à la pensée religieuse, en passant par Descartes évidemment, et puis on a Darwin, la Métrie, plein d'autres, Locke, etc., Rousseau, et jusqu'à des philosophes plus récents, plus contemporains, comme Adorno, Horkheimer, Derrida, des écrivains comme Primo Levi, etc. Rien que lire la table des matières prendrait un temps considérable, puisque elle revisite en effet toutes les formes de pensée qui ont pu être élaborées autour de l'animal, de l'animalité en général. Mais précisément, ce titre, la philosophie à l'épreuve, ce sous-titre plus exactement, la philosophie à l'épreuve de l'animalité, est extrêmement intéressant parce que on peut l'entendre à la fois comme, ben voilà, la philosophie s'intéresse à l'animalité, et puis on peut l'entendre également d'une manière critique en quelque sorte, c'est-à-dire finalement l'animalité ce serait peut-être l'un des thèmes, sinon le thème peut-être, où la philosophie se mettrait à l'épreuve en quelque sorte, c'est-à-dire serait en demeure de vérifier la pertinence de ses instruments, de vérifier sa propre pertinence en général, parce que peut-être que l'animalité fait partie de ces objets qui seraient en quelque sorte inaccessibles à la réflexion philosophique. Et alors, notamment pour un thème particulier sans doute, pour une thématique qui découle de cette réflexion, qui serait qu'en quelque sorte, toute réflexion philosophique, toute réflexion en général sur l'animalité, impliquerait une certaine forme d'anthropocentrisme, révélerait une forme d'anthropocentrisme, à savoir que les animaux ne pourraient être pensés que par rapport à nous, que par rapport à nos intérêts, que par rapport au fait que nous puissions les considérer pratiquement depuis toujours comme étant à notre service ou à notre usage, que ce soit pour l'alimentation, pour la locomotion, pour tout un tas d'autres choses. Alors, tout ceci est tout à fait juste dans le sens où
Il s'agit d'un héritage très lointain, encore une fois, que ce soit dans les religions, que ce soit chez Aristote par exemple, où l'on considère que le monde a été créé, a été réalisé pour permettre aux animaux de se nourrir de végétaux par exemple, et puis aux êtres humains de se nourrir des animaux eux-mêmes. Bon. Donc voilà, c'est un thème qui est assez récurrent dans l'histoire de la philosophie, et il se trouve que parmi d'autres ouvrages, Élisabeth de Fontenay a notamment par exemple publié un autre ouvrage qui s'intitule « Sans offenser le genre humain, réflexion sur la cause animale », qui est un recueil d'articles, qui est un recueil de textes publiés dans des revues ou de conférences. Et dans ce recueil, elle consacre un article notamment au problème qu'elle intitule « Entre les biens et les personnes ». Et il se trouve que dans cet article, eh bien, elle répond, elle réagit en quelque sorte à une philosophie d'aujourd'hui, à une philosophie relativement récente, qui est celle que l'on appelle l'antispécisme. Alors, philosophie qui est née en particulier sous l'impulsion d'un philosophe australien qui s'appelle Peter Singer, et d'autres philosophes, un philosophe américain par exemple qui s'appelle Gary Francione, et puis également une philosophe et enseignante qui travaille à Montréal en particulier, qui s'appelle Valérie Giroux, qui nous donne dans cet ouvrage de synthèse, hein, c'est le propre même de la collection Que sais-je au PUF, aux presses universitaires de France, qui nous donne dans cet ouvrage une synthèse de la philosophie ou des philosophies antispécistes, puisque c'est une philosophie qui est extrêmement riche, très récente, elle date de la fin du XXe siècle, mais, et surtout elle est arrivée en Europe au tout début du XXIe siècle, et c'est une philosophie en quelque sorte qui est très riche de sa diversité, de ses implications, et qui est intéressante à étudier pour comprendre en quoi il y a une sorte de renouvellement, en somme, de la réflexion sur l'animal, sur l'animalité et sur notre rapport à l'animal, puisque bien évidemment, lorsque nous réfléchissons sur l'animal, c'est aussi une manière de réfléchir sur nous-mêmes, sur nos relations et sur notre conception du monde en tant qu'êtres humains par rapport aux animaux. Or, la notion même d'antispécisme est intéressante, c'est-à-dire qu'il est expliqué dès le début de cet ouvrage que le mot même d'antispécisme revendique un rapprochement avec deux autres notions qui sont d'une part l'antiracisme, c'est-à-dire non seulement la réfutation, mais le rejet, la condamnation de toute forme de racisme, c'est-à-dire de toute forme de considération des êtres humains en fonction de leur couleur de peau, culture, langue, etc., et sur laquelle on pourrait soi-disant légitimer une forme de supériorité de certaines races sur d'autres. Et d'autre part, sur le mot, le rapprochement est fait aussi avec le mot antisexisme, qui de la même manière est une condamnation de toute forme de supériorité revendiquée par l'homme sur la femme par rapport à la femme, et du même coup donc l'antispécisme en quelque sorte revendique de la même manière une forme de rejet absolu de l'inégalité, cette fois inégalité entre les hommes, les êtres humains et les animaux, et toute forme du même coup de comportement, d'attitude qui trahirait en somme, qui traduirait le sentiment d'une forme de supériorité de l'être humain sur l'animal. Alors on peut considérer que certes, autant le racisme ou le sexisme peuvent être constitués comme des objets, c'est-à-dire que des gens se revendiquent explicitement d'une forme de sexisme, de machisme, et d'autres se revendiquent explicitement d'une forme de racisme contre telle ou telle catégorie de la population, de l'humanité, autant il n'apparaît pas aussi évident que certains se revendiquent comme des spécistes. Et précisément, l'antispécisme considère qu'en réalité, dans le spécisme, on a affaire à une sorte d'idéologie, c'est-à-dire de représentation du monde, de représentation de notre rapport êtres humains par rapport aux animaux, qui révèle en quelque sorte, qui trahit, presque parfois inconsciemment, une forme de sentiment de supériorité par rapport à l'animal. Le problème qui est posé par cette définition, c'est qu'elle suppose, d'une certaine façon, que
toute discrimination, toute représentation d'une différence radicale impliquerait nécessairement un sentiment de supériorité des uns par rapport aux autres. Et ici donc, supériorité des êtres humains sur les animaux. Comme si cela devait, en somme, se traduire par une forme de relation de mépris par rapport aux animaux. Alors, ce qui fait que, au nom de l'antispécisme donc, qui encore une fois est extrêmement varié comme philosophie et qui débouche sur parfois des conséquences assez radicales, on va le voir tout à l'heure. Au nom de l'antispécisme, donc, on refuse, on en arrive en quelque sorte à refuser toute forme de distinction entre les espèces, donc en particulier entre nous, espèces humaines, et les espèces animales, par refus, par suspicion en quelque sorte de revendiquer derrière une forme de supériorité. Si toute forme de discrimination, de distinction est ainsi condamnée, c'est parce que toute forme de discrimination est ainsi suspectée de revendiquer implicitement au moins une forme de supériorité donc de l'homme sur l'animal. Cela donne quelques conséquences qui sont tout à fait étonnantes. Puisque, par exemple, vous avez des courants de pensée, encore une fois, c'est expliqué très clairement par Valéry Giroud dans cette petite synthèse-là, ça débouche, par exemple, donc sur des conséquences. Certains antispécistes considèrent que le statut même d'animal domestique, le fait d'avoir un animal de compagnie chez soi, le fait d'avoir un chien, un chat et tout ce que vous voulez, eh bien, exprime en quelque sorte cette forme de mépris pour l'animal. Parce que l'animal, en somme, il est toujours une propriété. Et donc, étant une propriété, d'une certaine manière, il peut passer pour une chose. Ou bien, on peut le comparer éventuellement au statut d'esclave, dont on va se servir pour faire ce que l'on souhaite. Bon. Et donc, certains penseurs antispécistes, des gens comme Gary Francione par exemple, vont donner lieu à une thèse que l'on peut considérer comme, que l'on peut appeler, que l'on peut nommer la thèse extinctionniste notamment. Ça veut dire que concrètement, si on arrive à réfléchir en quelque sorte au statut qui est celui de l'animal domestique, et si on pouvait considérer que l'animal domestique était conscient du fait d'être une propriété, c'est-à-dire un animal qui est nourri quand son maître le décide, qui est sorti, qui va se promener simplement quand son maître le décide également, etc., qui peut être éventuellement vendu, acheté, vendu, revendu, etc., qui peut être évidemment à la vie duquel on peut mettre fin également par une injection quelconque sans que l'être humain risque quoi que ce soit. Eh bien, de ce point de vue-là, certains penseurs donc considèrent qu'il serait parfaitement légitime que si nous-mêmes nous étions à la place de l'animal domestique, nous revendiquions le fait que nous ne donnions pas de descendance et qu'il n'y ait donc pas de petits faits par les animaux domestiques. Pour aller dans le même sens, certains considèrent que, par exemple, si nous en avions le pouvoir, et on n'est pas forcément très très loin de l'avoir, eh bien, si nous en avions le pouvoir, il faudrait peut-être réussir à faire que, pour éviter toute forme de violence entre les animaux, c'est-à-dire pour éviter que se prolonge en quelque sorte la violence que nous-mêmes nous pouvons exercer sur les animaux, eh bien peut-être que nous pourrions agir aussi dans le monde animal pour pouvoir faire en sorte que, par exemple, le lion puisse ne plus être attiré par une gazelle, que le lion puisse devenir en quelque sorte comment dire, j'allais dire végétarien, enfin qu'il soit en quelque sorte, qu'il change de forme de nourriture d'une certaine manière. Et donc on a en quelque sorte des positions qui sont parfois relativement extrêmes, voire extrémistes dans cette philosophie antispéciste. Et on en arrive même à une sorte de paradoxe. C'est qu'en fait, dans cette philosophie, d'une certaine manière, on essaye de penser les choses en se gardant de toute forme d'anthropomorphisme, puisque on considère que la limite de la philosophie, c'est précisément de ne pas pouvoir réellement penser ce que l'animal vit, mais qu'il vit réellement en quelque sorte. Et pourtant,
on montre, enfin, il y a une sorte de renversement très paradoxal, puisque, d'une certaine manière, on attribue à l'animal domestique, par exemple, le fait que s'il avait la capacité de penser comme un être humain, automatiquement il refuserait d'être une propriété, d'être achetable, vendable, etc., etc. Bon. Alors, il y a là quelque chose contre quoi Élisabeth de Fontenay est absolument en opposition. C'est-à-dire que Élisabeth de Fontenay, elle, considère que les animaux, ce sont les animaux, certes, et que précisément, il faut accepter cette idée que la philosophie présente des limites dans la capacité de penser, alors de penser le sort des animaux, de penser ce que vivent les animaux, et puis de penser à la place des animaux. Je voudrais vous lire pour terminer cette première intervention, parce que je crois qu'il va en falloir quelques autres, je n'ai pas parlé beaucoup d'Élisabeth de Fontenay encore, mais je voudrais lire simplement une chose qui est tirée de l'avant-propos. Ce sont en fait les 2 ou 3 premières phrases de l'avant-propos de cette somme, Le silence des bêtes. Et elle dit ceci. « 3 soucis m'auront accompagné sur ce chemin. Une particulière tendresse pour les animaux, cela va de soi. Mais aussi, bien qu'elle puisse sembler paradoxale ou être reçue par certains comme une analogie blessante, la mémoire de la destruction par millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Et par-dessus tout, une réelle impuissance à définir un quelconque propre de l'homme. » Alors, voilà, ces quelques phrases qui ouvrent le silence des bêtes sont très très fortes, parce que, au bout du compte, ce que revendique Élisabeth de Fontenay, c'est le fait que, d'une certaine manière, il n'est pas possible de rejeter absolument notre représentation anthropocentrique de l'animal. Et là encore, je voudrais lire une toute petite chose pour terminer. C'est tiré de cet ouvrage et donc de cet article entre les biens et les personnes sans offenser le genre humain, où elle explique ceci. « Nous ne pourrons jamais purger entièrement un anthropocentrisme minimal, sauf à nous prendre pour le dieu de Leibniz, capable de toutes les perspectives possibles. Ce point de vue égoïque, spéciste, écrit-elle entre guillemets, si l'on tient au terme, qu'il faut amender, certes, est l'effet de notre finitude avant d'être la marque de notre puissance. Il est aussi la condition de notre responsabilité envers les vivants. » Et alors, c'est sur ce terme que j'aimerais terminer, c'est que en réalité, cette responsabilité, nous dit Élisabeth de Fontenay, eh bien, on se tromperait totalement si l'on croyait qu'elle consistait à, en quelque sorte, libérer les animaux, pour reprendre le titre de Peter Singer, puisque cette libération, entre guillemets, en réalité, c'est une libération, comment dire, très anthropomorphisée de l'animal par rapport à ce que ressent l'être humain. La responsabilité ici dont parle Élisabeth de Fontenay, ça n'est pas de rendre les animaux tels que nous aimerions qu'ils soient, c'est-à-dire, encore une fois, rendre le lion herbivore et faire en sorte qu'il n'embête plus les gazelles et les animaux qu'il dévore en général, mais c'est de considérer en fait les animaux tels qu'ils sont en eux-mêmes, naturellement, sans oublier que, quoi que nous fassions, puisque nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas, en quelque sorte, nous défaire de ce regard que nous avons sur les animaux, qui exprime beaucoup plus, non pas le pouvoir que nous exerçons sur eux, quoi que nous fassions, mais qui exprime beaucoup plus notre finitude. Nous ne pouvons pas ne pas considérer les animaux en tant qu'êtres humains. Et c'est pour cela que nous allons avoir l'occasion sans doute de nous retrouver pour d'autres réflexions qu'Élisabeth de Fontenay mène, notamment une dans laquelle elle s'efforce de réfléchir sur la parenté de l'homme et des animaux, qui pour elle ne doit pas nécessairement être un critère absolument comment dire, irréfutable pour nier la différence radicale, malgré tout, qui existe entre les hommes et les animaux.